Direction le débat, la suite, toujours en compagnie de Daniel Gérino, le président de Carlton Sélection, et de Julien Der de CPR AM. Messieurs, justement, y a-t-il des raisons d'espérer sur ce marché? Daniel Gérino nous en donne ce matin, dit qu'on est sur des marchés peut-être un petit peu aberrants. Marché de flux, Daniel, on revient sur vous. On sait qu'effectivement, les hedge funds sont à l'œuvre, on short en masse, et c'est difficile de résister à ces flux. Quand on voit les États-Unis qui baissent de 10%, évidemment, l'Europe en pâtit également, même si la situation économique, vous disiez, n'est pas si catastrophique que ça. C'est les sous-bassements de l'économie qui sont importants. C'est les résultats microéconomiques qui sont importants. Après, rappelez-vous, en début 2015, les 3 premiers mois de l'année, on était monté de 20 à 25% en moyenne sur les différentes bourses. Et tout le monde disait, on est dans une situation, c'est normal, ça va continuer. On avait les lunettes roses à l'époque. On avait, mais vraiment les lunettes roses. Et puis descente aux enfers. Et en début d'année, alors là, on a rajouté une bonne couche, puisqu'on a baissé quasiment de 10%, un peu partout. Donc on est en train de rendre les choses très excessives sur quelques petits phénomènes. Et moi, je pense que ceux qui ont raison sont ceux qui se projettent un tout petit peu plus loin, pas à 3 ans ou 4 ans, mais simplement sur quelques mois, sur 5-6 mois. Et on s'apercevra, lorsque je reviendrai sur le plateau, on en reparlera, le CAC, pour moi, remontera à 5000 points assez rapidement, parce que dès qu'on aura mis un peu de côté tout ce qui nous fait peur aujourd'hui et dont on se rend compte que ce ne sont pas des éléments fondamentaux d'un ralentissement de l'économie mondiale, on s'apercevra que finalement on a eu tort et on reviendra complètement derrière. Donc c'est le moment de faire ses emplettes. Bon, les marchés, évidemment, souvent excessifs, hein, on passe effectivement de l'euphorie à l'angoisse la plus totale, et même un certain sauf qui peut, on le voit encore ce matin avec des baisses conséquentes, le CAC autour de 4150 points. Julien, ça fait du bien ce discours de Daniel, il remet les choses en perspective, on se projette en 6 mois, on en avait besoin. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Quel est votre sentiment là, puisqu'il y a vous aussi vous faites des projections chez CPRM? Oui, alors nous, on a à peu près on garde un scénario plutôt optimiste sur l'année 2016. Hein. Je pense que, comme le disait Daniel, on est dans une période de turbulence, d'exagération, et a priori, on va, à un moment donné, ça va s'arrêter, et on peut même avoir un rebond qui est extrêmement violent, hein, puisqu'il y a beaucoup de positions spéculatives short qui sont dans le marché aujourd'hui. Voilà, et c'est vrai, quand on prend un peu de recul par rapport à ce qui se passe sur les marchés, la situation n'est pas aussi noire. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que très clairement, cette baisse du pétrole, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les plus grandes économies du monde. Et puis finalement, pour l'économie européenne notamment, c'est plutôt... C'est du pain béni. C'est du pain béni, voilà, c'est du pain béni. Et à un moment donné, je pense qu'il va y avoir une renormalisation qui va opérer. Mais ce qu'on pense, nous, c'est qu'elle n'arrivera pas tant qu'on n'a pas une stabilisation du pétrole et des matières premières. Ça, c'est le préalable pour une remontée durable des marchés. Alors, question très simple, Daniel. En dessous des 4200 points, est-ce qu'on peut recommencer à garnir son portefeuille? Et sur quel secteur? Sur des pétrolifères, sur des valeurs de Como, où il faut commencer à regarder au niveau... Donc, matières premières. Oui, matières premières. Alors, pour une raison très simple, c'est que quand vous regardez au niveau de la production des métaux, ferreux, non ferreux, la Chine, qui est un gros producteur, est en train de réduire sa production. Donc les surcapacités sont en train de se résorber. Alors, ça ne sera peut-être pas dans les 3-4 mois qui viennent, mais sur un horizon de un peu plus d'un an, ce sont des points d'entrée qui sont très bons. Sur les grains, on a eu une météo en 2014-2015 juste exceptionnelle. Production énorme, de mauvaise qualité, les prix se sont effondrés. El Niño est en train de faire son effet. On le voit en Afrique du Sud, ce que ça a donné sur le maïs. Le maïs est en train de flamber en Afrique du Sud. On a des conditions climatiques qui ne seront sans doute pas aussi bonnes en 2016 qu'on a connu de façon historiquement exceptionnelle 2014-2015. Donc il y a de fortes chances pour que ces grains commencent à se réapprécier. Et tout le cycle se met parfaitement en place. Pour une raison très simple, la baisse du prix de l'énergie, la baisse des matières premières, des food et énergie. Tout ça tire l'inflation vers le bas, les taux vers le bas via le quantitative easing. La dette européenne, elle est à 1,80. Elle est à 1,80 pour 92% du PIB européen. Elle va descendre vraisemblablement à 1,50 et lorsqu'on aura atteint ce taux-là, qui sera un taux embarqué, qui ne changera plus, on va avoir sans doute une reprise de l'inflation qui peut être assez, alors là je parle de 2-3 ans, hein, remonter au-delà de 2,5-3 avec une hausse du pétrole et des grains, ça peut aller assez vite. Et dans ce cadre-là, on aura un taux embarqué réel de la dette européenne qui sera négatif. Et c'est comme ça qu'on sortira de cette énorme dette que nous portons. Et dans le même temps,
eh bien, on aura fait, entre guillemets, une espèce de nettoyage des industries pétrolifères non conventionnelles aux États-Unis. L'OPEP aura réglé ses problèmes internes et on repartira vers une croissance de meilleure qualité. Mais Bon, c'est un scénario cycle qui se met idéal. en place. Mais non, il se met en place, se met en place. progressivement. Non, parce que j'ai une objection quand même. Votre honneur, c'est sur Mais le je vous en pétrole. Sur le pétrole, on sait que cette méthode du fracking, vous le disiez tout à l'heure, les coûts ont énormément baissé. Oui. Ça veut dire que les États-Unis n'ont jamais autant produit. Et on sait qu'ils peuvent maintenant très facilement couper les puits, mais aussi les réouvrir très facilement. Est-ce qu'on n'a pas peur que justement, dès que le pétrole va recommencer à monter, qu'on sera au-dessus des $30 ou de leur coût finalement de production, eh bien, voilà, on en remet sur le marché. Oui, mais ça ne Petita. sera pas plus mal parce que ça évitera aussi d'avoir des prix du baril qui s'enflamment de nouveau vers 80-100 $. Donc on sait qu'on a un buffer à la hausse du prix du baril. Que le baril remonte à des niveaux de 45-50 $ me semble être un bon prix d'équilibre. En revanche, qu'il y ait de nouveau une spéculation qui s'installe derrière par un problème de raréfaction, ça c'est pas bien non plus. En gros, la bonne situation, elle est toujours dans l'équilibre. Pas trop bas, mais pas trop haut non plus. Et cet équilibre-là, il sera favorisé par le fait que justement cette industrie non conventionnelle pourra rajouter le surplus nécessaire pour calmer les prix. Et il faut quand même, après, si on se projette un peu plus long, en gros, c'est une affaire de 10 ans. Ah, bon, ok, donc on a un petit peu de temps. Non, mais au bout de 10 ans, on n'aura plus, il n'y a plus de réserve, tout est vidé. Hein. C'est pas du tout les puits de pétrole classiques. Hein. Les veines s'épuisent extrêmement vite. Enfin, On a donc du côté de Carlton Sélection très agressif. Hein. On peut revenir sur les actions et notamment matières premières et comment. Il n'y en a pas besoin beaucoup qui le disent en ce moment. Julien Der, du côté de CPRM, quelles vont être les classes d'actifs que vous allez, sur lesquelles vous allez miser en ce début d'année 2016? Alors, on partage la vision sur les actions européennes. Je pense que les actions européennes ont un bon potentiel de rebond. On est assez optimiste aussi sur la partie crédit, crédit euro notamment, parce que le crédit euro a beaucoup souffert ces derniers temps et par contagion un peu avec ce qui se passe aux États-Unis. Et ça nous semble un peu exagéré compte tenu des fondamentaux qui ne sont quand même pas tout à fait les mêmes entre l'Europe et les États-Unis. On pense notamment au yield d'euro qui atteint un rendement proche des 6% aujourd'hui. Voilà, donc on pense qu'il y a quand même beaucoup de potentiel, parce qu'il y a quand même un soutien fort de la Banque centrale. Ça, c'est un peu la différence par rapport à ce qu'on a aux États-Unis. On a un niveau de rendement attractif et on a des fondamentaux qui sont globalement sains, à la fois micro, mais aussi macro, où on a quand même une dynamique de croissance qui est là, quoi. Donc plutôt positif pour la partie crédit. Et puis on partage l'idée que les taux vont rester sur des niveaux relativement bas et peu de potentiel de remontée de taux à court terme. En Europe, on pense que la BCE va en remettre une couche dans les prochains mois. Alors peut-être pas demain, parce qu'il est trop tôt, mais on imagine que courant du premier semestre, elle sera amenée à rallonger encore son quantitative easing, voire à rebaisser son taux de dépôt. Et tout ça sera un facteur de soutien pour toutes les classes d'actifs, on va dire, risquées, et en même temps limitera le potentiel de hausse de taux en Europe. Et aux États-Unis, c'est pareil. Je pense que la remontée de taux, elle va être freinée très clairement dans les prochains mois. On pense que la Fed risque d'être moins agressive que ce qu'on avait pensé au départ. Le marché price une hausse en 2016. C'est peut-être un peu faible. Alors que la Fed reste sur 4. Pour l'instant, elle reste sur 4 hausses. Mais il est vraisemblable quand même que, compte tenu des événements récents, elle ait tendance en tout cas à repousser la prochaine hausse. Et si accélération devait y avoir à un moment donné, ce sera plutôt une fois qu'on aura des signes tangibles que l'inflation se rapproche des 2%. Donc à court terme, on va avoir des taux qui vont rester sur des niveaux relativement faibles, peut osciller finalement, rester dans un range relativement étroit, avec un potentiel de hausse faible. On parle de la théorie des cycles, on le voit réapparaître tous les 7 à 8 ans, 2001, 2008. C'est la crise, Daniel Gerino, vous n'y croyez Séculaire, non, parce que je pense qu'on a quand même de la croissance dans le monde. Les pays émergents tournent à 4,3, 4,4%. Les pays avancés sont à 2,5%. Bon, globalement, le monde tourne à 3,4%. On est toujours finalement à se plaindre, il n'y en a jamais assez. Bon, il y a des pays qui souffrent, comme la Russie. Enfin, là, c'est un problème géopolitique aussi. Des pays qui souffrent terriblement, comme le Brésil et le Venezuela. Là, ce sont des problèmes de corruption d'un côté et de mauvaise gestion du pays de l'autre.
Mais globalement, le monde s'en sort plutôt pas mal, malgré le fait qu'on ait de telles turbulences sur les marchés. Et moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on est quand même très très bien épaulé par ces banquiers centraux, qui font un très très bon job. Il faut faire extrêmement attention aux devises. Je parlais de l'euro-dollar, mais je parle également du renminbi. La bonne solution serait qu'ils dévaluent assez rapidement et fortement leur monnaie, et pas en douceur, parce qu'on se retrouverait à avoir une devise qui progressivement baisserait. Donc les devises, les parités, c'est extrêmement important. Et puis, regardez que finalement, le point central, la voie de sortie, ça va être la créativité et la recherche-développement. On est obligé de passer par cette phase. Or, on voit que les grands groupes n'ont pas assez de recherche-développement et que notre productivité n'est pas assez forte. Donc c'est vraiment sur ces points-là qu'il faut agir. Et ça, c'est un peu politique de prendre les mesures qui s'imposent. Et là, on a une vraie carence. On a un système politique qui n'est pas plugué sur le monde économique. Si je vous entends bien, on serait plus dans l'année 1998, c'est-à-dire baisse très violente, puis rebond, on avait fini l'année à plus 20, plus 30, que 2008. Ah oui, clair, oui. Non, mais on n'est plus du tout dans la situation de 2008. Bon, je crois que ça, c'est pas... Enfin, on n'a pas un stock, le stock de dette qui avait été mis en place, qui était un système monstrueux avec les subprimes, même si effectivement les entreprises de gaz et pétrole de schiste, c'est pour les petites boîtes qui sont les plus dangereuses, c'est 83 milliards de dollars. On ne parle pas de trilliards de dollars. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans les scénarios de CPR, vous éditez un scénario tous les mois, on parle du scénario alternatif, donc on a parlé maintien de la dynamique économique, scénario central, 60-70%. La baisse des matières premières qui entraînerait une crise des pays émergents et crise du crédit, c'est le risque principal pour vous, Julien? En fait, on est rentré dans le scénario finalement sur début janvier. C'est clairement ce scénario qui s'est réalisé. Voilà, je pense que c'est le risque majeur pour 2016. Maintenant, on pense que quand même le scénario central devrait reprendre petit à petit ses droits dans les prochaines semaines. Je pense qu'on n'est pas, on le disait à l'instant, je pense qu'on n'est pas dans la configuration de 2007-2008. On a un système bancaire qui est quand même beaucoup plus robuste qu'il ne l'était à l'époque, des leverages beaucoup moins importants. Et d'ailleurs, finalement, les banques sont attaquées en bourse, mais pas tellement côté crédit. Il y a une bonne résistance en fait finalement des primes de risque des banques sur la partie crédit, qui laisse à penser que finalement le marché n'est pas très inquiet. C'est-à-dire qu'en fait on n'imagine pas un risque systémique, c'est-à-dire qu'en fait qui serait évidemment transmis par le système bancaire. Et ça c'est peut-être la différence majeure par rapport à ce qu'on a connu en 2007-2008. Et on est peut-être plus dans une configuration, je fais référence avec le secteur de l'énergie, une configuration d'une crise comme type 2000-2002, la crise des TMT, où on avait eu beaucoup d'exagération sur ce secteur. Et finalement, on a un petit peu le pendant aujourd'hui sur l'énergie. Mais voilà, mais c'était cantonné finalement à un secteur. Voilà, en tout cas une bouffée d'optimisme ce matin pour nos gérants. En tout cas, merci Daniel Gérino, le président de Carlton Sélection, Julien Der, le directeur taux et crédit de CPR/AM, pour nous avoir éclairé sur ces marchés, sur cette baisse du pétrole qui est peut-être arrivée à son terme. En tout cas, il faudra en profiter pour Daniel Gérino, notamment en investissant sur les matières premières. Pourquoi pas, pari audacieux. On revérifiera ça, Daniel, avec plaisir. Dans très peu de temps sur ce plateau. Merci à mes deux invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, on se reconnecte à ces marchés pour savoir où ils en sont et que faire. C'est Direct Investisseur tout de suite sur TV Finance. À tout de suite.